Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver, même si pour une fois c'est en visio. Les membres des trois clubs d'Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon, Grenoble et Valence sont connectés, au même titre que quelques-uns des membres de nos autres clubs dans les autres régions que nous sommes également ravis d'accueillir. Je me trouve actuellement au Conseil régional en compagnie de notre hôte, le président de région Laurent Wauquiez. Merci d'avoir d'abord tenu à maintenir cet échange malgré le contexte. Vous aviez prévu de nous accueillir ici même en avril dernier pour un déjeuner qui n'a évidemment pas pu se dérouler. Est-ce qu'on peut dire que ce n'est que partie remise ? Surtout, c'est pas seulement malgré, c'est plutôt encore plus avec le contexte. Pour moi, c'est très important. Cette crise, elle a deux dimensions et aucune des deux peut prendre le pas sur l'autre. Il y a une dimension sanitaire et une dimension économique. Et donc, pour moi, au contraire, j'étais très preneur d'avoir ce temps d'échange pour voir quelles sont vos préoccupations, les points aussi d'opportunité, parce que j'insisterai beaucoup dessus. Dans une crise, il y a toujours des points d'opportunité à saisir. Comment vous le percevez au niveau de votre activité économique? Qu'est-ce qui fait la force de notre territoire? Comment est-ce qu'on arrive à réagir en commun? J'aime bien fonctionner avec ces retours directs de chefs d'entreprise. Pour moi, c'est une dimension qui est toujours très importante dans les prises de décision qu'on fait. Donc, au contraire, j'étais très demandeur qu'on puisse le garder. Et je pense même que ça a encore plus de sens maintenant. Parfait. On a reçu Annabelle André-Laurent, vice-présidente économie de la région. Elle était venue à un de nos déjeuners du club de Lyon. J'ai souvenir qu'elle avait utilisé l'expression chasser en meute comme une vertu des clubs. Vous, est-ce que vous êtes adepte des clubs d'entreprise ? Je pensais que vous alliez me demander si j'étais adepte des clubs de rugby. On est situé on s'est situé dans deux clubs de rugby, à Grenoble et à Lyon. Pas de partialité. Non, juste, c'est une de mes obsessions depuis qu'on a créé cette grande région. En fait, quand on regarde l'évolution économique du monde et des territoires de compétitivité, qu'est-ce qui est frappant dans l'organisation de la planète? On a des territoires d'ultra-compétitivité qui émergent. Ces territoires, ils ont quelques caractéristiques communes. D'abord, ils reposent sur des infrastructures performantes. Quand je dis infrastructure, ce n'est pas que de transport. Hein. C'est un ensemble d'infrastructures, de formation, de déplacement, de synergie qui, là-dessus, crée le premier facteur de compétitivité. Le deuxième, c'est une interface très forte entre public et privé. Et le troisième, c'est un esprit de cohésion territoriale ultra performant. Pour prendre des exemples très simples, hein, et chacun dans des registres divers, vous prenez la zone de Bombay, très frappant, avec vraiment une espèce de fierté commune portée par tous les acteurs qui crée l'espèce de renaissance du territoire. Vous prenez Shanghai, à la fois en Chine, dans le défi par rapport à Pékin, la planète, à l'échelle de la planète, une vraie volonté de porter l'exemple de ce que sera la région qui réussit au XXIe siècle. Plus près de nous, vous prenez la Catalogne, vous prenez la Bavière, vous prenez la Lombardie ou la Flandre. Et ce qui me frappe toujours, c'est que nous, en France, on n'a jamais ce raisonnement. Et on a toujours tendance à croire que l'herbe est plus verte ailleurs et qu'on est plus malin dans la mondialisation quand on ne fait pas des partenariats à 10 km de chez soi. Et avec Annabelle, notre approche, c'est exactement l'inverse. Pour que la région réussisse, il faut créer un espèce d'esprit de corps, d'équipe, où on se dit d'abord, on est plus fort si on crée les interfaces entre nous, si on bosse entre nous, si on croise entre nous. Je vais prendre un exemple très concret qui est pour moi un des points d'aboutissement de ce qu'on a essayé de faire. Dans un des enjeux de la crise du Covid, vous avez des petits appareils respiratoires. Dans ces appareils respiratoires, il y a un filtre. J'ai une entreprise d'Oyonnax, en partenariat avec une entreprise de la plasturgie de l'Isère, en partenariat avec des décolteurs de la vallée de l'Arve, le tout appuyé par les Hospices civils de Lyon, qui, en moins de 3 mois, m'a mis en route un projet absolument exemplaire que nous, on a financé, et qui leur permet aujourd'hui de produire à peu près par mois 300 000 pièces qui contribuent à alimenter tous les appareils respiratoires dans le monde. Et ça, c'est l'exemple de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire tout le monde a travaillé en commun. Et donc quand on insiste sur l'esprit de meute, c'est parce que je suis convaincu que votre force, c'est ce que vous faites avec vos clubs, et c'est ce que nous, il faut qu'on fasse à l'échelle de la région. Et on a une chance inouïe, c'est qu'on est assis sur une des régions les plus puissantes d'Europe et du monde. Et donc notre force, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est la bonne maille parce qu'elle est à la fois stratégique, c'est-à-dire qu'en termes de taille de compétitivité, ça nous place à un niveau de compétitivité internationale,
Et en même temps, on a une capacité à se mettre en commun, comme ce qu'on fait là, assez rapide, beaucoup plus agile qu'ailleurs. Et donc, moi, je crois beaucoup à ça. Il faut un esprit d'équipe, il faut qu'on chasse en meute, il faut qu'on se fasse travailler les uns les autres, il faut qu'on se connaisse. Donc, dans la construction de cette région, j'insiste toujours sur porter des projets en commun, connaissez-vous les uns les autres. La société du 21e siècle, elle crée de la richesse par le dialogue, par l'échange, par les fertilisations croisées. Donc, c'est ça l'axe. Alors on est en plein dedans. On a commencé en évoquant le contexte sanitaire. Il n'est simple évidemment pour personne. À commencer par les entreprises. Il se trouve que la région est, avec les agglomérations, les métropoles, un acteur majeur du développement économique, ou peut-être plus exactement du tissu, de soutien au tissu économique dans cette période. Bien entendu, avec les chefs d'entreprise qui vont vous interroger dans un instant, nous allons aborder beaucoup de sujets. Nous aborderons notamment les différentes compétences de la région. Mais avant de débuter, j'ai été frappé en préparant cette rencontre par allez, on va dire l'énergie et par la diversité des actions que vous avez déployées à l'occasion de cette crise sanitaire. On va évoquer dans un instant évidemment le plan d'urgence de 600 millions d'euros que vous avez lancé. Mais même en dehors du champ économique, les initiatives ont été nombreuses. On pense bien sûr à la distribution de masques, en passant par la purification d'air sur laquelle vous avez porté le sujet, jusqu'à cette campagne massive de 4 millions de tests juste avant Noël. On vous sent particulièrement mobilisé par cette crise sanitaire. Est-ce qu'on peut dire même touché ? En fait, je pense qu'on le ressent tous. Hein. C'est une crise où il y a des choses qui sont fortes qui se jouent. Et humainement, c'est très sollicitant. Vous ne passez pas à travers ça de façon indemne. Hein. Avec des histoires qui sont magnifiques et qui donnent confiance. Et puis des moments où on se tape la tête contre les murs en se disant mais c'est pas possible que notre pays soit devenu ça. Les moments extraordinaires, c'est hier, j'étais dans une école d'infirmières. On est en train de mobiliser en urgence nos étudiants infirmiers et infirmières. En moins d'une semaine, ça va amener 3000 renforts dans les hôpitaux. Et j'ai des gamins qui ont 20 ans, qui viennent à peine d'être formés et qui partent en ayant de l'appréhension, parce qu'ils le disent, mais en disant on sait que c'est ce qu'on doit faire, et qui vont dans les services Covid des hôpitaux et des maisons de retraite en renfort. J'ai des industriels qui m'ont vraiment sauvé sur la première phase. J'ai notamment un de mes amis qui est industriel et qui d'habitude fait du sac poubelle et qui, en moins de 10 jours, a mis en place un process de fabrication d'une blouse sur blouse pour les hôpitaux et qui nous a permis d'approvisionner les hôpitaux et les maisons de retraite au moment où on n'avait rien. Et puis voilà, quand vous allez dans les maisons de retraite ou dans les hôpitaux, que vous avez des équipes soignantes qui sont sur le pont depuis une éternité, qui ont l'impression de ne pas être vraiment soutenues au niveau national, qui ont la moitié de leurs résidents qui ont le virus. Quand dans une maison de retraite, vous avez la moitié des résidents qui ont le virus, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout le monde va mourir. Moi, un des déplacements qui m'a le plus marqué, c'est l'hôpital de Saint-Agrève, qui est juste à la frontière entre le Velay et le Vivarais, qui est un hôpital où la quasi-totalité des résidents ont été touchés. Et les équipes étaient sur le pont, ne se décourageaient pas, ils étaient toujours là. Bon, voilà, c'est des moments où vous vous dites, vous n'avez pas le droit de ne pas tout donner pour eux. Et vous n'avez pas le droit de ne pas tout donner pour essayer d'être utile. Et je pense que, pour moi, ce qui est vraiment le plus marquant dans cette période, c'est qu'au fond, ça oblige à revenir à l'essentiel. Et pour le politique, soit vous servez à quelque chose, soit vaut mieux rapidement aller faire autre chose. C'est-à-dire que c'est un moment où il n'y a pas de cinéma possible. C'est-à-dire les masques, vous les délivrez, vous ne les délivrez pas. Les renforts hospitaliers, quand vous avez dit que vous alliez former pour que les gars soient là la semaine d'après, soit ils y sont pas. Quand vous dites on va lancer une campagne de tests et on va atteindre 2 millions, 4 millions de tests dans la région en une semaine, soit vous y arrivez, soit vous êtes explosé. Et donc moi j'aime bien ces périodes parce que ça oblige au résultat. Ce que vous connaissez dans votre challenge au quotidien, et en politique parfois on le perd. Et si jamais je devais retenir quand même une des leçons de la crise, et je le dis sans propos politique parce que je pense que c'est une réflexion pour nous sur la durée, c'est que le pilotage national a montré que ça ne fonctionnait plus. Quand on en est au stade où il faut attendre un décret pris par un ministre pour avoir l'autorisation ou non de vendre des sapins de Noël, c'est que honnêtement, il y a quelque chose qui s'est fêlé dans l'organisation de notre pays.
la technocratie est devenue à la fois dingue et inefficace. Est-ce que ça veut dire que vous êtes favorable à un système type Lender allemand ou... Et à l'inverse, je pense que ce qui marche, c'est quand nous, on travaille ensemble. Les 3 choses qui ont marché dans la crise, c'est les industries. Les entreprises ont été extraordinaires de réactivité et nous, dans notre région, ça nous a sauvés. 2, c'est partenariat public-privé, à bien méditer, hein, public-privé. Et 3, c'est quand on a construit sur le local et pas au national. Et ça, pour moi, c'est des leçons sur la durée. Le pays est beaucoup trop centralisé, beaucoup trop suradministré. Et à l'arrivée, on a vu que ça ne marchait pas, même ça avait plutôt tendance à générer de l'improductivité. Donc, il faut au contraire partir dans l'autre sens, plus de souplesse, plus de réactivité, moins de pilotage national, plus d'interface publique-privée. Parfait. Alors, le plan d'urgence, donc 600 millions d'euros tout de même, initié au printemps, il est toujours en vigueur aujourd'hui ? Même plus que ça, je regardais les derniers chiffres que vous avez mis. On est aujourd'hui à plus d'1 milliard d'euros sur le plan de soutien. Il y a quelque chose que je veux dire à ceux qui nous écoutent qui est très important pour moi. Dans notre région, l'intégralité de ce plan est uniquement financée par les économies qu'on a faites depuis 4 ans. Et nous finirons notre mandat en ayant diminué la dette de la région. Je le dis parce que pour moi, c'est fondamental. C'est trop facile en ce moment d'avoir des décideurs publics qui claquent l'argent par les fenêtres. Cet argent, c'est le vôtre. Et donc, à l'arrivée, ils viendront forcément vous le reprendre dans la poche. Alors, en ce moment, comme tout le monde est dans la crise, on se dit, bah oui, allons-y, claquons tout ce qu'il y a. Sauf qu'il y a toujours un point de rendez-vous dans la vie économique d'un pays et dans la vie économique d'une entreprise. Et nous, un des points auxquels j'ai tenu mordicus quand on a fusionné la région, c'est qu'on avait créé des régions pour dépenser moins. On est la seule région de France à avoir fusionné en ayant réalisé des économies. Et je me suis souvent fait attaquer pendant 4 ans, mais je n'ai jamais lâché. On a toujours dit, si on a fait une grande région, c'est pour que ça coûte moins cher à faire fonctionner administrativement. Et le résultat, c'est que tout ce qu'on fait aujourd'hui est financé par les 4 ans d'économies qu'on a fait. C'est-à-dire que j'ai diminué la masse critique de la région, on a baissé son point mort, on a abouti à des gains d'échelle qui ont été très importants. En gros, pour que vous ayez une idée, par rapport à un budget qui était de 3 milliards d'euros, on a dégagé en points chaque année entre 15 à 20% d'économies sur le train de vie de la région et sur ses dépenses de fonctionnement. Et donc tout ce qu'on fait en ce moment est intégralement financé par nos économies et on ne fait pas de la dette. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Parce que je crains que tout ça n'envoie à terme le pays dans le mur. Et ça, je ne le veux pas dans notre région. Donc nous, le modèle, c'est on doit être la région qui réussit. Et réussir, c'est bien gérer l'argent public, même dans une période où apparemment plus personne n'en a rien à faire et où on claque l'argent n'importe comment. Alors, ce plan est toujours en vigueur et vous en trouverez d'ailleurs les principales mesures sur le site de la région. De quelle manière le solliciter aussi? Peut-être 1 ou 2 mesures phares? Pour nous, les quelques mesures phares, pour le résumer simplement, c'est un soutien massif à des projets de relocalisation ou même de localisation. On en parlera à travers vos questions. 2, nous, on croit que dans la crise, il faut sortir par le haut et pas par le bas. Donc, pour nous, très gros sujet sur l'implication, sur l'innovation. Et 3, les 2 secteurs qui sont sans doute ceux qui émergeront sur la durée, digital, mais j'expliquerai bien dans quel sens est-ce que je veux qu'on l'applique dans notre région, et environnement. Et là aussi, il faut faire très attention aux chemins qu'on prend parce qu'ils peuvent être mortels. Alors ça tombe bien, puisque les 3 points que vous avez évoqués seront l'objet de questions. Vous le savez, aujourd'hui, nous avons souhaité mettre en œuvre un format spécial. 10 dirigeants vous interrogent directement. Nous allons ainsi aborder différentes thématiques. Je vous propose de démarrer avec le président du club de Valence, Sylvain Rollet. Sylvain, tu diriges Cari Électronique, une PME de micromécanique, microélectronique, située à Rovaltin. Ta question est justement sur le thème du développement économique. Bonjour Monsieur Wauquiez, bonjour à tous. Oui, effectivement, à l'aune de la crise sanitaire, nous avons vu beaucoup de dispositifs d'aide d'urgence proposés au niveau de l'État ou de la région, comme vous venez de le dire, notamment pour les secteurs les plus durement touchés. Néanmoins, il faut aussi préparer le rebond, les facteurs de croissance et d'innovation de demain. Pensez-vous que cette crise changera le monde économique et quels sont les principaux moyens de la région pour accompagner ces changements? Alors, la question, je l'aime bien. Merci. Et je vais essayer juste d'expliquer pourquoi. En fait, une crise,
Et la crise qu'on est en train de vivre, il faut bien comprendre, c'est un moment de césure. Et ce n'est pas juste temporaire et ensuite on reprend notre petit train. Là, ce qui est en train de se passer, c'est une rupture qui sera, à mon avis, historique. Et une des questions qui se pose, elle est toute simple, c'est est-ce que notre tissu économique européen et occidental meurt à cette occasion ou se réinvente? Et dans une crise, le danger, c'est de gérer le court terme et l'immédiateté et de ne pas être capable de comprendre qu'il y a des opportunités à saisir et il y a du long terme à construire. Et ça se construit tout de suite. C'est-à-dire la capacité de rebond de notre économie, elle se construit maintenant. Pour ça, je vais essayer d'expliquer à travers 3 exemples ce qui est, à mon avis, les choses les plus importantes. Mais d'abord, si on se pose et qu'on prend un petit temps de recul. Première opportunité, à la fois pour notre région et pour notre pays, c'est que je pense qu'il y a un sursaut de la logique relocalisation et un sursaut de ras-le-bol d'être entassé à Paris ou dans les mégalopoles. Donc ça, première question, est-ce qu'on en saisit l'opportunité? Je vais vous donner un exemple concret. Deuxième sujet, le digital va incontestablement passer un cap et une rupture supplémentaire parce que les habitudes de travail ont changé, le fonctionnement a changé. Moi, pour être très honnête, je me méfie un peu du télétravail parce que dans le télétravail, les gens ont surtout compris qu'il y avait télé et je pense qu'il faut faire un petit peu gaffe là-dessus. Donc, il faut quand même qu'on garde un environnement qui soit un environnement de travail, mais le digital va changer. Et donc, ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est vraiment la question de l'innovation. Ceux qui s'en sortiront sont ceux qui peuvent innover. Dans ce cadre-là, nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire et comment est-ce qu'on aborde les choses? Ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'autant que possible, notre plan de relance soit tourné sur la préparation de l'avenir et pas sur la gestion des incendies. Je vais essayer de vous donner 3 exemples de ce qui correspond pour nous à de la préparation de l'avenir en allant du plus court terme au plus long terme. Premier point, je fais un pari. L'aéronautique ne va pas mourir et je pense même qu'il va rebondir assez vite. Ça va satisfaire Sylvain, dont la plupart des clients sont dans ce secteur d'activité. Ok, je ne savais pas. Mais en tout cas, c'est mon pari. Parce que je vois le marché chinois qui redécolle très vite, je vois le marché américain qui redécolle assez vite, et je pense que contrairement à ce qu'anticipent un certain nombre de personnes, sur la durée, je pense que l'aéronautique va rester un secteur de croissance. Mais nous, on a un gros enjeu. Est-ce que nos entreprises meurent en chemin? Et est-ce qu'au moment où ça redémarre, on est capable d'avoir le booster? On a donc beaucoup investi sur un plan d'accompagnement absolument massif des entreprises de l'aéronautique pour leur permettre de rester dans l'innovation, de continuer à investir et de se préparer. Et j'ai beaucoup intensifié les relations avec Airbus et Dassault pour les accompagner. On est la première région de la sous-traitance aéronautique. Dans ce cadre-là, on porte un projet dont je voulais vous parler. Et c'est heureusement que Sylvain m'en parle parce que ensuite, je ne crois pas que j'aurai l'occasion de l'aborder. C'est qu'on souhaite mettre en place un fonds souverain de la région. Quand vous mettez votre argent en banque, vous ne savez pas où il part. Nous, notre objectif, c'est de créer un fonds en drainant l'épargne populaire de la région et en le mobilisant pour qu'il aille en direction de nos entreprises et de nos industries. Et pouvoir faire ainsi en sorte que le danger, c'est qu'on sorte avec des entreprises qui sont grévées par de la dette et de transformer de la dette en haut de bilan. Avec un fonds qui n'est pas un fonds spéculatif, qui n'est pas avec les TRI que sont demandés par des fonds classiques au-dessus de 10%, mais avec un fonds qui mise sur de l'industrie, qui est capable d'être un partenaire sur la durée et qui laisse les courroies de décision à ses entrepreneurs. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est quand j'ai des vrais entrepreneurs en face de moi. Ça, c'est mon gros projet industriel de la préparation de la sortie de crise. Parce que sinon, le danger, c'est qu'on ait des entreprises qui sont structurellement rentables, mais qui se sont épuisées dans la crise et qui se fassent tous racheter en chaîne par des fonds de pension ou des acteurs américains ou chinois. Donc ça, c'est le premier exemple. Donc ça, c'est plus défensif, préparation de sortie de crise. Deuxième exemple, les opportunités colossales qu'ouvre l'innovation, exemple de l'Isère. Aledia, c'est sans doute, pour moi, l'équivalent, ce sera soit Austerlitz, soit Waterloo. La technologie des LED est en train d'évoluer à toute allure. On a une boîte de l'Isère absolument extraordinaire qui s'est appuyée sur l'innovation. Vous voyez ce que je vous disais au début, l'extraordinaire compétitivité de notre territoire régional. Et ils ont mis en place une technologie de LED de rupture qui permet d'avoir des LED en 3D. Autrement dit, au lieu d'avoir des LED, des dalles de LED à plat où votre taille est limitée,
vous avez des dalles de LED dont la résistance est en 3D, c'est-à-dire à la verticale, et donc qui, du coup, sont capables de produire des dalles beaucoup plus grandes avec une rupture de coût extraordinaire. C'est un enjeu énorme. Ça fait 20 ans, un peu plus, 30 ans même maintenant, qu'on n'a plus un téléviseur ou un seul écran de LED produit en France ou en Europe. Si on y arrive, on le relocalise, c'est à nouveau chez nous, et le potentiel de création d'emplois est de 3 000 à 5 000. Défi considérable. C'est maintenant que ça se joue. Quand ils sont venus me voir dans la crise, j'ai deux attitudes. Soit je leur dis, écoutez les gars, vous êtes gentils, mais moi j'éteins les incendies et donc je m'occupe de ceux qui vont mourir, et auquel cas on n'a rien compris. Soit on est à l'offensive, on dit il faut aussi qu'on prépare nos champions de demain parce que c'est eux qui feront notre économie régionale. On mise à fond dessus, ce qu'on a fait, et on espère qu'ils gagnent. Après, c'est une vraie prise de risque. Le troisième exemple, qui est ce à quoi je faisais référence, c'est Vicat. Très 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 belle boîte de notre région qui fait du BTP, enfin qui est sur, enfin tout le monde connaît Vicat, hein, les ciments, le béton, et dernière qui innove énormément sur les process environnementaux, mais l'environnement comme j'aime, c'est-à-dire pas l'environnement des dingos, du sapin de Noël ou du Tour de France, mais de l'environnement qui est juste productif et tourné vers le monde économique. C'est-à-dire où on comprend qu'on peut faire de l'environnement et créer de l'emploi, et pas l'environnement d'extrême gauche, quoi. Bon. Et eux, non seulement ils investissent, ils créent de l'emploi, mais ils ont même pris la décision, qui est pour moi très porteuse d'espoir, de relocaliser leur siège dans notre région. On a accompagné, parce qu'un de mes enjeux, c'est de dire, nous, ce qu'on veut, c'est construire une région aussi où on a les sièges de décision chez nous, les entrepreneurs chez nous. Donc avec ces trois exemples, vous avez ce qui est pour moi le fait que dans cette crise, il y a des opportunités à saisir. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il n'y a pas que du noir. Et ceux qui s'en sortiront, c'est ceux qui, dès maintenant, sont capables de planter les graines de ce que sera le rebond, l'innovation de demain, les créations d'emplois de demain. Parfait. Vicat, c'est plus de 200 emplois relocalisés à l'île d'Abo, effectivement. Deuxième question, la prochaine, elle est pour toi, Jean-Pierre. Jean-Pierre Cheval est le président du groupe Cheval, qui rassemble des entreprises situées en Drôme, mais également en région lyonnaise. Toutes sont dans le domaine des travaux publics. Jean-Pierre, c'est sur un thème qui t'est cher, puisque c'est une pratique très ancrée au sein du groupe Cheval, que tu as choisi de poser ta question. Il s'agit de la formation. Oui. Bonjour à tous. Alors, je m'excuse, j'ai un petit problème de connexion et de caméra, donc désolé. Je pense que vous m'entendez. On t'entend très bien, Jean-Pierre. Et je salue au passage Annabelle André-Laurent qui s'est connectée. Donc, bonjour à tous. Bonjour, Président Wauquiez. Effectivement, Jean-Pierre Cheval, président du groupe Cheval, une entreprise, une ETI régionale de 600 personnes dans la Drôme et qui intervient au niveau de la région dans le domaine de la construction, de la déconstruction, des travaux publics. Donc, on aurait pu parler aujourd'hui du contexte difficile, même si on peut se réjouir de travailler, nous, sur les chantiers, dans le bâtiment et les travaux publics. On aurait pu parler de l'inquiétude de la profession quant au carnet de commandes qui baisse et aux consultations des pouvoirs publics qui sont en chute libre. Moi, je voulais rester positif et parler de l'avenir, parler de la jeunesse et parler de la formation. C'est effectivement dans l'ADN de l'entreprise. Cette année, on a 57 jeunes en formation en alternance. Alors, ma question est la suivante. Avant la crise, le recrutement était la problématique prioritaire des entreprises. Aujourd'hui, la réindustrialisation et la digitalisation sont deux exemples d'enjeux qui nécessitent une évolution forte des formations et des compétences à long terme. Quelles sont les orientations, l'alternance, le projet de campus? Comment la région agit-elle dans le domaine? D'abord, merci pour la continuité des plans de formation qui sont portés par le groupe Cheval. Hein. Je sais que vous prenez beaucoup d'apprentis et je vous en suis très reconnaissant dans la période parce que c'est loin d'être facile. On évoquera, Monsieur Cheval, je crois aussi la question de la relance dans le BTP un peu plus loin. Je tiens beaucoup à ce qu'on en dise un mot parce que c'est évidemment un de nos très gros sujets. Pour répondre à votre question, je vais commencer par un exemple qui parlera à tout le monde. J'en ai gardé un souvenir assez fort. J'arrive à la tête de la région et j'ai les premières décisions à prendre. Et dans un même paquet de décisions, j'ai d'un côté une proposition de fermeture d'un pôle de formation sur Saint-Étienne qui faisait de la soudure. Et de l'autre côté, on me proposait d'ouvrir des formations supplémentaires pour clown du cirque à Chambéry. Et je me suis dit, là, il y a un petit problème quand même. Et là, il y a un petit truc où ça ne tourne pas complètement rond dans ce qu'est notre logique. Et donc, on s'est employé
et on est loin d'être au bout du chemin, à remettre dans le bon sens. C'est-à-dire qu'avant, pour faire simple, on formait en fonction de ce qu'étaient les hobbies des personnes qui poussaient notre porte. Donc, il y a en ce moment un blockbuster, tout le monde veut faire une formation feu d'artificier. Je discutais avec les équipes de Pôle emploi, je leur disais, mais pourquoi ils veulent faire feu d'artifice? Ils me répondent, M. Wauquiez, c'est évident, vous travaillez 3 semaines l'été, vous travaillez 15 jours à Noël, basta cosy, sujet réglé. Donc tout le monde veut faire feu d'artifice. Donc feu d'artifice, c'est le blockbuster des formations. Il y a 0 débouché, hein, et encore moins en ce moment. Mais tout le monde demande des formations feu d'artifice. À l'inverse, tout ce qui va être dans le domaine du décolletage, conducteur de machine, commande numérique, l'horreur pour arriver à en trouver. Et même dans le contexte actuel, ce qui est juste une absence totale d'anticipation. Bon. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de renverser la pyramide et de dire on ne forme qu'en fonction des débouchés. Donc, peut-être que vous avez envie de faire du tuning de car, c'est très bien, mais vous faites ça pendant vos jours de vacances. Un job, ça se définit en fonction des offres d'emploi. Ce qui signifie d'abord qu'on a, sur toutes nos offres de formation, complètement revu le catalogue. Ce qui signifie qu'on met des vrais bonus en termes de financement des formations et même d'accompagnement financier pour ceux qui partent dans les métiers qui sont en tension. Ce qui signifie aussi que quand j'ai des gens qui partent en formation sur des domaines où ils ne vont pas au bout, et on va se le dire très clairement, l'objectif c'est de recharger les droits assurance chômage et ensuite de repartir, on les raye. Et j'assume cette décision parce que je considère que quand on tire sur la corde, on pénalise tous ceux qui veulent vraiment s'en sortir. Et je veux qu'on aide vraiment ceux qui veulent s'en sortir, mais je veux qu'on arrête de fermer les yeux sur ceux qui font des allers-retours avec l'assurance chômage. J'avais même un débat avec mes équipes où ils me disaient bah oui, mais les gens, ils ont droit à 2 ans d'assurance chômage. Non, ils n'ont pas droit à 2 ans d'assurance chômage. Ce n'est pas un droit. Vous n'avez droit à être au chômage que si jamais il n'y a pas de job sur la table qui correspondent à vos qualifications. Sinon, non. Parce que sinon, on aboutit à un pays qui marche la tête à l'envers. Et vous travaillez 2 ans, vous vous mettez 2 ans en année sabbatique et on fait ces allers-retours. C'est catastrophique pour le pays. Et puis, enfin, surtout, ce qu'on cherche à faire, c'est de sortir, toujours la même logique pour moi, public-privé, de sortir d'organismes de formation qui sont coupés du milieu économique pour le faire de plus en plus avec vous. Valence, on échangeait avec Sylvain, on a accepté de mettre en place un financement de formation croisé avec tout le pôle de la métallurgie et de l'industrie. Normalement, ce n'était plus mon job, ça avait été renationalisé, mais on a décidé d'y aller parce que ça correspondait à ce qu'on voulait. Michelin a mis en place un campus qui est un campus assez extraordinaire, qui promeut les métiers de l'industrie qu'on a accompagnés. Dans l'Ain, on est en train de mettre en place un campus de formation au métier de l'aéronautique. Notre campus digital qui est destiné à former sur tous les métiers du digital, parce que, y compris chez vous, vous allez en avoir besoin, c'est un campus qu'on fait en partenariat avec les entreprises. Et de plus en plus, ce que j'aime bien faire, c'est quand vous me les formez directement en entreprise. Et nous, on finance la formation directement dans l'entreprise, parce que je pense que c'est plus opérationnel. Le dernier élément, qui est celui qu'on vient de récupérer, c'est qu'on vient de récupérer l'orientation. Et donc, l'objectif, c'est d'envoyer ces messages sur l'orientation dès le collège à nos enfants. Et là, il y a des belles initiatives qui ont été notamment portées dans les Savoies sur les salons Smile qui permettent de donner envie d'industrie très tôt à nos jeunes. Voilà, industrie BTP. Parfait. Alors, bonjour Frédéric, c'est toi qui vas prendre le relais. Frédéric est le directeur général de Sogéquipe, société du bassin lyonnais qui est spécialisée dans l'installation et la maintenance de froid industriel. On t'écoute Frédéric pour une question sur justement un point qu'on a commencé à aborder tout à l'heure avec Laurent Wauquiez, la réindustrialisation et la relocalisation. Oui, bonjour à tous, bonjour M. Wauquiez. Merci de nous donner la parole. Moi, personnellement, ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie et notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il y a une question qui me brûle les lèvres. Vous avez commencé un petit peu à aborder le sujet lors de la première question. Après cette crise sanitaire, justement, qu'est-ce qui sera fait concrètement par la région pour réindustrialiser nos entreprises en France et surtout donc, dans la région pour limiter les circuits et retrouver un Made in France, quoi. Alors, d'abord, peut-être un premier point.
depuis maintenant 5 ans, j'ai toujours défendu avec vous une idée simple. Nous sommes une région industrielle. Et on veut être et rester une région industrielle. J'ai eu beaucoup de débats sur cette question. Parce que dans le monde actuel, c'est tellement mieux de dire Startup Nation ou ce genre de choses. Et souvenez-vous, l'époque n'est pas si lointaine où, de toute façon, tout le monde pensait que l'avenir, c'était de filer les industries à l'Asie et que nous, par miracle, on allait garder la valeur ajoutée et les cerveaux. La réalité, c'est qu'ils prennent tout. Moi, je n'ai jamais cru à ça. Et c'est peut-être important que je vous explique, en fait, quel est mon parcours personnel et pourquoi j'y suis sensible. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs et qui était une famille d'entrepreneurs du textile. Et dans ma famille, je me souviens très bien, quand j'étais gamin, mais même tout petit, ma grand-mère qui était chef d'entreprise et qui avait un sacré caractère, qui avait vraiment du tempérament, avait l'habitude de me dire la seule chose qui crée de la richesse dans un pays, c'est l'industrie. L'industrie, c'est la base de la création de la richesse. Et ça m'a toujours marqué depuis que je suis tout petit. Et moi, j'ai toujours vécu dans cet environnement, donc avec cette sensibilité. D'ailleurs, elle était catastrophée que je fasse de la politique, parce qu'elle s'était dit, oh là, ça c'est vraiment un truc qui sert à rien, au secours. Et j'ai vu toute une partie de nos entreprises textiles passer au tapis dans toute cette phase où on disait, mais les industries, c'est fini, c'est mort, etc. D'où d'ailleurs un lien que je garde très fort, moi, avec le secteur du textile, et j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui ont fait leur reconversion sur des textiles techniques ou ce genre de choses. Et donc, pour moi, la bataille sur le fait de dire, mais accepter de se dire qu'on produit tout en Chine, que l'industrie, c'est mort chez nous, c'est la fin de l'Europe, c'est la fin de la France, c'est la fin de notre territoire. Et si vous me connaissez un peu, vous savez que voilà, j'ai un discours qui est plutôt assez direct. J'ai été beaucoup attaqué pour avoir dénoncé l'assistanat, beaucoup attaqué pour avoir très tôt tiré les sonnettes d'alarme sur les dangers de l'islamisme. Et depuis très longtemps, je dis qu'il faut relocaliser, qu'il faut redonner la priorité à nos propres tissus industriels et que tous les pays au monde le font. Il ne s'agit pas de fermer ses frontières, il s'agit juste de donner une priorité aux nôtres. Vous le savez, j'ai souvent utilisé l'expression de préférence régionale. Et par exemple, quand on approvisionne en masques la totalité de notre région, je ne suis passé que par des entreprises de la région. Là, quand on déploie les purificateurs dans nos cantines, je ne passe que par des entreprises de la région. D'ailleurs, une très très belle boîte de l'Isère qui m'a beaucoup aidé et qui est Porsche Industrie, boîte remarquable, qui est dans le secteur y compris de l'aéronautique. Et je ne passe que par là. Maintenant, on parlait avec Sylvain des opportunités. Il y a une opportunité à saisir en ce moment pour porter des projets. Relocalisation, c'est un peu le terme générique, mais c'est même en réalité de la localisation. Là encore, j'aime bien qu'on fasse du concret pour bien comprendre. Haute-Vallée de l'Ardèche, à peu près une demi-heure de route d'Annonay. Vous êtes sur une toute petite commune. Vous avez un type que j'adore, et j'espère que vous le connaissez, qui est Gilles Réguillon. Un type hallucinant. Chamatex Industrie. Il vient me voir et il me parle d'un projet délirant qu'il a, qui est de se remettre à fabriquer des paires de chaussures et de running en France et en Europe. Sujet, a priori, vous recevez le type, vous le reconduisez à la porte, vous lui dites, bon, sympathique, mais c'est bon, moi j'ai autre chose à faire que d'être avec des fantasques. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas produit une paire de baskets en France et en Europe. Le projet est porté en lien avec Salomon, Haute-Savoie, Babola, Lyon, Millet, Savoie, Haute-Savoie. Il repose sur les industries 4.0. Moi, jusque-là, j'étais un peu sceptique sur le concept d'industrie 4.0, mais il porte un projet d'investissement massif machine conjugué à de l'ultra-formation, la question de M. Cheval. Grâce à ça, il est en train de construire l'atelier, il a les commandes. D'ici 1 an, vous aurez 300 000 paires de chaussures pour la première fois depuis 30 ans en Europe, en France, et ce sera fait en Auvergne-Rhône-Alpes. Et il me crée 70 à 80 emplois dans une première étape. Si tout marche bien, il monte à 200. Et nous, on a accompagné pour rendre le projet possible. Des projets comme ça, j'en ai partout dans la région. Savoie Internationale, Vallée de l'Arve, fabrication de masques. Un projet ultra confidentiel, pour l'instant, je ne peux pas vous en parler, mais de fabrication d'un vélo 100% fait Auvergne-Rhône-Alpes. Europe Service, entreprise qui est dans la fabrication de matériel pour les collectivités locales, qui fabriquait en Pologne, relocalisation. Certains d'entre vous ont des lunettes. Aujourd'hui, toute lunette bon marché est fabriquée en Chine.
demain, un de mes objectifs, c'est que la seule usine de production massive de lunettes à bas tarif en Europe et en France soit installée dans notre région. Donc, à chaque fois, je veux qu'on montre que c'est possible. Mais ça suppose quand même qu'on enclenche un petit réflexe aussi, qui est dans nos comportements d'achat. Et quand je dis ça, c'est y compris chacun d'entre vous, comme moi. Quand vous achetez des masques, est-ce que vous faites l'effort de vous dire, tiens, en fait, est-ce que j'en ai pas qui sont fabriqués dans la région? Quand on fait de la sous-traitance, est-ce qu'on fait l'effort de se dire, est-ce que oui ou non, on peut faire ensemble? Même expression, on chasse en meute, on commande chez nous, on donne un petit plus au nôtre. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la compétition internationale. Je finirai juste par cet exemple. Les Allemands sont les meilleurs exportateurs de l'Europe. Croyez-moi, pour aller prendre un marché en Allemagne, si vous avez un sous-traitant allemand en face de vous, il faut se lever de bonne heure. Hein. Et donc, ayons ce réflexe. Nous, on fortifie les nôtres, on relocalise, et je suis convaincu que c'est possible. Alors moi je vais retenir 3 choses supplémentaires. C'est qu'on sait d'où vient le caractère de Laurent Wauquiez, sa grand-mère, on sait quelles sont ses prochaines chaussures de running et on sait où je vais devoir acheter mes lunettes. Allez, la question suivante, elle sera posée par Christophe Bonhomme du groupe éponyme qui s'exerce dans 2 métiers distincts, la construction métallique et puis aussi la distribution automobile. Il s'agit d'une interrogation, on y revient, sur le secteur du BTP. Bonjour à tous et bonjour Monsieur le Président. Oui, ma question, c'est dans l'écosystème dans lequel on vit, et la région Rhône-Alpes, et je suis content de vous entendre parler de cet écosystème qu'il faut renforcer. La région a souvent manifesté d'accompagner particulièrement le BTP. Comment agissez-vous pour soutenir ce secteur aujourd'hui? Et quelle est notamment votre stratégie d'investissement sur le long terme? La réponse, elle repose en 3 éléments, du chantier et du chantier. On s'est arrêté de façon très dure et très massive sur le premier confinement. Et on s'est pris 3 trucs en même temps. Les élections municipales, toujours très mauvais pour les chantiers. Deuxième élément, le fait que tous les services des mairies ont arrêté de bosser. Troisième élément, le fait qu'entre l'interruption du premier et du second tour, ça a encore plus décalé la mise en place des exécutifs. Moi, je discute beaucoup avec les entreprises du BTP et très tôt, j'ai vu venir le truc parce qu'ils m'ont dit on a des bons carnets de commandes, mais on n'a plus rien qui rentre. Or, dans le secteur du BTP, c'est simple, hein, vous remontez la chaîne, vous commencez par voir qu'est-ce qui sort en termes d'études, qu'est-ce qui sort en termes de TP, et vous savez ce qui va arriver pour l'ensemble de la chaîne. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes, beaucoup moins de terrassements, beaucoup moins de projets, beaucoup moins de permis de construire qui sont sortis, beaucoup moins de commandes publiques. Et donc le danger que j'évalue pour la moitié de l'année 2021, c'est qu'on se retrouve avec un vrai choc sur le BTP. On a mis en place un gigantesque plan de relance à l'échelle de la région. Et ça aussi, ça fait partie de mes repères. Un territoire qui va bien, c'est un territoire où il y a des grues. C'est peut-être un peu bête à dire, mais quand vous allez dans d'autres territoires européens, vous allez en Suisse, vous allez en Bavière, moi, le premier truc qui marque, c'est qu'il y a des grues. Nous, dans notre pays, non seulement on a une trop grosse dépense publique, mais en plus, c'est de la dépense publique improductive. C'est-à-dire que quand vous regardez, il y a de plus en plus d'argent qui part uniquement sur les salaires dans la fonction publique et de moins en moins d'argent sur les projets d'infrastructure et d'investissement. Ma vision à moi, c'est exactement l'inverse. C'est une collectivité comme la région, sa vocation, c'est de sortir du chantier et de rendre possible les investissements d'avenir. Donc on est parti sur un principe très simple. Toute collectivité qui investit maintenant et qui me garantit que son chantier commence avant mi-2021, on lui met du bonus. Et notre objectif, c'est de générer par ce biais-là 3 milliards de chantiers supplémentaires d'ici mi-2021. Donc je fais le tour de tous les maires et je leur dis, vous me sortez un chantier que vous êtes capable de commencer avec les pelles qui attaquent avant mi-2021. Donc j'ai été à Montélimar, il a un gros gymnase qu'il veut refaire, boum, on y va. Les laboratoires de recherche, boum, on y va. Accélérer le déploiement d'Internet et des infrastructures Internet qui permettent de donner du boulot au TP, je leur ai demandé d'accélérer leur chantier. Et à chaque fois, le principe, c'est toujours le même, je veux du chantier qui sort tout de suite. Le dernier élément que je dois vous donner, c'est que je suis en ce moment en négociation avec Matignon, mais c'est là où c'est fou de voir ce qu'est notre pays, parce qu'ils ont fait un plan de relance. S'il y en a un seul d'entre vous qui a touché de l'argent du plan de relance sur un chantier, surtout qu'il m'appelle parce qu'il a trouvé la poule aux œufs d'or. À ce stade, l'argent, il est bien bloqué à Paris, il n'y a rien qui descend. Et donc, la proposition que je leur ai faite, c'est de leur dire, plutôt que de faire un plan de relance parisien,
On définit ensemble le montant de l'argent. À chaque fois que vous mettez 1 euro, je mets 1 euro. Et en revanche, les projets, on n'attend pas de devoir remonter à Paris pour qu'ils soient décidés. On les décide chez nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, directement. Le préfet, moi, on fait la liste des projets et on sort tout. J'essaye de sortir ce truc. Nous, ça fait 2 mois qu'on est prêt. Je suis en négociation directe avec Jean Castex. Et c'est hallucinant de voir les forces de résistance de tous les ministères parisiens qui sont tétanisés à l'idée de perdre leur pouvoir et à l'idée de se dire mais comment on va les laisser décider directement en région. Si on les laisse faire le plan de relance, vous en verrez rien, ou en tout cas, le temps que ça sorte, les entreprises seront déjà dans une crise du BTP. Donc ça, c'est vraiment en ce moment mon gros point de levier. Si on y arrive, on arrivera à générer en supplément encore 3 milliards d'euros qu'on arrivera à récupérer. Et là, on peut lancer aussi des chantiers routiers, des chantiers dans le ferroviaire, donc des chantiers de grande ampleur. Alors, il faut tenir les deux bouts. Hein. Il faut du petit chantier pour pouvoir alimenter les petites entreprises, les petits artisans, et il faut du chantier structurant. Et il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Alors en matière de chantier structurant, justement, je propose de prolonger cet échange avec une question très concrète de Jean-Christophe Tellier, directeur délégué Rhône-Noir du groupe Eiffage, qui déploie, comme vous le savez, des activités dans le domaine de la construction, mais également dans les infrastructures, l'énergie ou encore les concessions, en relation notamment avec les collectivités. On vous écoute, Jean-Christophe, pour votre question. Oui, bonjour Monsieur Wauquiez, bonjour à tous. Effectivement, la région joue un rôle de premier plan sur tout ce qui est infrastructure, notamment infrastructure de transport. Et on parlait aussi de long terme précédemment. Quelles sont les nouvelles du fameux projet du Lyon-Turin ? D'abord, je suis content que vous me posiez une question parce que de mémoire, je crois que vous allez avoir au niveau du groupe Eiffage une bonne surprise sur un chantier de lycée. Comme vous le savez, on sort pas mal de chantiers de lycée en ce moment et vous m'avez fait un beau projet. J'aime bien quand il y a un peu de l'audace architecturale et chez Eiffage, vous faites bien. Et je crois aussi que vous êtes assez positionné, il me semble, sur le chantier du Crêpes à Vichy, où j'ai vu votre projet qui est assez joli. Juste un petit point là-dessus. C'est intéressant et ça nous permettra de reboucler avec les questions d'environnement. On a besoin d'infrastructures et on a besoin d'infrastructures pour demain. Et on continue à se vivre comme étant un pays où nos infrastructures sont au top niveau, c'est plus vrai. Ceux d'entre vous qui voyagent, vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a eu un décrochage en partie des infrastructures dans notre pays et le niveau d'infrastructure qui est le nôtre n'est plus au top de ce qui se fait. Prenons des exemples. Les Suisses sont en train de percer des tunnels massifs qui font la jonction entre l'Italie du Nord, la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne du Sud. Historiquement, pour notre région, potentiellement, c'est une menace colossale parce que notre richesse, ça a été le couloir rhodanien et la jonction entre l'Allemagne rhénane et puis l'Italie du Nord. Deuxième exemple, on a des enjeux sur la circulation sur les métropoles qui sont énormes. On a besoin de lancer des nouveaux chantiers de métro, on a besoin de lancer des RER métropolitains, on a besoin de lancer toute une série de choses. Troisième point, le Lyon-Turin que vous venez d'évoquer. Objectif simple, sortir les camions des vallées, les mettre sur le train. On parle d'un chantier en milliards d'euros qui donne du travail à des centaines de personnes pour au moins 4 ans. En ce moment, dans la vallée de la Maurienne, on avance. Du côté italien, ils sont à fond. Nous qui donnons souvent des leçons aux Italiens, nous, on en est encore à se dire on va faire un tunnel sans faire les voies d'accès. Il faut quand même être vraiment un esprit brillant et lumineux pour arriver à penser qu'un tunnel sans voie d'accès, ça va marcher. C'est quand même, il y a des fois, on est assez épaté. Bon. Nous, on est beaucoup dessus et on est très en soutien du Lyon-Turin. Ce qui est pour moi une vraie énigme, et c'est là où dans notre pays, il faut qu'on lutte contre ça. On doit tous faire de l'environnement, mais il faut qu'on lutte sur une approche idéologique de l'environnement. Europe Écologie Les Verts, ils sont contre le Lyon-Turin. J'ai toujours pas compris. Je leur ai dit, mais enfin, vous êtes fous, quoi. Enfin, c'est sortir les camions, les mettre sur le train, c'est quand même un projet complètement environnemental. Ils me répondent non parce que ça va générer de la croissance. Et nous, on est pour la décroissance. De la même manière, sur Lyon, en ce moment, il y a un chantier qui est très important potentiellement, c'est la réalisation du métro. Ils sont contre le métro. Parce qu'ils considèrent que le problème du métro, c'est que comme ça passe en souterrain, ça libère de la place en surface, et donc potentiellement, ça peut permettre à des voitures de circuler. Or, ceux qui veulent, c'est des embouteillages. Donc en ce moment, ils sont en train de prendre des décisions qui vont arrêter toutes les extensions de chantiers de métro qui n'ont pas été décidées.
Ça, pour moi, c'est une vraie folie. Et autant on peut travailler tous ensemble sur de l'environnement, mais ce que j'aime bien dans ce dossier du Lyon-Turin, c'est que c'est de l'environnement positif. C'est de l'environnement qui passe par l'investissement et l'innovation. Ce n'est pas de l'environnement qui passe par on arrête tout, on ne fait plus de chantier, on fait de la décroissance. Et ça, pour moi, c'est la vraie bataille. C'est-à-dire qu'on ne résoudra pas les problématiques de l'environnement si on ne le fait pas en investissant, si on ne le fait pas en faisant confiance, si on ne le fait pas sur de la base de l'innovation. Et l'environnement uniquement punitif, normatif, dans lequel on se tire des balles dans le pied, où on se met des normes, qu'on est le seul pays et le continent au monde à faire, et que dans le même temps, on importe des produits qui viennent de partout ailleurs, qui n'ont aucune de ces normes, et qui viennent nous faire de la concurrence, bah, je souhaite bon courage à tout le monde. Et donc ça, vraiment, moi, c'est un sujet sur lequel je ne lâcherai jamais. L'environnement, ça ne doit pas se faire sur une façon qui est normative, ça doit se faire par des projets de l'innovation. Et ce que j'adore dans le Lyon-Turin, c'est que c'est une image, au contraire, d'innovation, d'investissement, de réponse en positif. Et puis, le projet est tellement bien. Enfin, en termes d'économie de pollution, c'est un projet extraordinaire. Alors, si on est sur cette thématique d'environnement, je vais inverser une petite question, puisqu'on va prolonger sur ce thème en retournant dans la Drôme, où se trouve le siège du groupe Sol, spécialiste des bétons d'environnement, et avec une question de son président, Michael Pellissier. Bonjour Michael, tu as souhaité justement parler d'environnement. Merci, Président Wauquiez, de me donner la parole. Avant de poser la question, je voulais vous témoigner effectivement tout l'amour que j'ai pour la région et tous les investissements que vous faites. Et actuellement, juste pour vous donner une petite idée, on est à Livron-sur-Drôme en train de faire un projet de 2 millions d'euros en fonds privés pendant le Covid, à titre personnel, où nous montons un hôtel, un restaurant, planter 4 hectares de vignes, 10 créations d'emplois. Et ça fait 6 mois que je n'ai toujours pas mon permis et que les strates administratives des comités de communes, du préfet et du maire nous mettent des barrières. Voilà. Donc, Michael, pardon, parce que ça, d'abord, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit au début et j'ai été très attentif sur ce que vous avez dit à la fin. C'est quelle commune? Livron, il faut en parler à Claude Auriac. Livron-sur-Drôme. Punaise. Voilà. Et c'est sur Livron? C'est sur Livron, 2 millions d'euros, fonds privés, on n'a pas demandé d'aide dans la région et aujourd'hui, j'arrive à voir personne. Ok, on va s'en occuper. Antoine, ça t'embête pas on va vous prendre contact avec vous immédiatement. Je vais regarder ce que ça donne. Ok. Merci, Président. La question sur l'environnement, on le voit aujourd'hui avec le RSE et les attentes de nos clients. L'environnement est de plus en plus une priorité que nous devons, nous, en tant qu'entreprise, anticiper, prendre en compte. Aujourd'hui, quelle est votre vision de l'écologie? Vous en avez un petit peu parlé. Et surtout, quelles sont les principales actions que porte la région dans ce domaine? Merci, Michael. D'abord, je pense qu'on a une responsabilité qui est assez historique. Je l'ai dit assez brièvement, aujourd'hui sur l'environnement, il y a 2 visions qui s'opposent. Il y a une première vision qui est une vision d'environnement, qui est très connotée d'extrême gauche politiquement et qui est, je dirais, très averse à la croissance, aux entreprises et à la possibilité de faire de l'environnement positif. Il y a une deuxième vision qui est une vision dans laquelle quelqu'un comme vous qui fait du béton d'environnement, pour moi, c'est plus que recevable. Dans laquelle dire que Vicat, qui travaille sur des techniques perméables pour lutter contre les lessivages des sols, c'est plus que recevable. Dans lequel dire le Lyon-Turin, c'est un projet d'environnement, c'est plus que recevable. Et notre région est, à mon avis, celle qui peut montrer les fruits que ça porte et que c'est possible. Parce qu'on est à la fois une région de grands espaces, magnifiques. Vous êtes juste aux portes du Vercors, vous avez le parc naturel régional des Monts d'Ardèche, on est tous dans notre région fans de montagne, on aime le vélo, et on est une région sportive. Et donc, on est une région dans laquelle on a à la fois le dynamisme économique et la proximité avec la nature et l'environnement. Et donc, on peut montrer qu'on peut tenir les 2 bouts de la chaîne, qu'on peut à la fois miser sur nos entreprises et accompagner ces entreprises sur des projets qui sont des projets innovants en termes d'environnement. Qu'est-ce que nous, on essaye de faire? D'abord, première priorité, l'énergie. On veut être la première région en Europe qui produit de l'énergie décarbonée.
Ça veut dire qu'on mise à fond sur tout ce qui est production d'énergie hydroélectrique, qu'on mise à fond sur les nouvelles technologies d'énergie durable, qu'on mise à fond sur tout ce qui est la méthanisation, et qu'on mise à fond aussi sur l'hydrogène, qui est vraiment pour nous l'énergie de demain, et qui a aussi un très gros enjeu en termes de compétitivité industrielle, parce que les batteries électriques, c'est tout fait en Chine. La capacité de production hydrogène, c'est des choses qui sont faites en partie en Europe et en partie dans notre territoire. Donc ça, pour moi, c'est la première grosse bataille. La deuxième grosse bataille, c'est tout ce qui est autour des déchets. L'objectif, c'est qu'on soit la région où on a arrêté d'enfouir nos déchets, où on fait au maximum du recyclage, où on ne lègue pas à nos enfants des centrales de déchets qui vont polluer pendant 20 ans ou 30 ans parce qu'on a enfoui n'importe comment, et où au contraire, notre objectif, c'est de mobiliser au maximum tout ce qui est la réutilisation de nos déchets, y compris parce que ça permet de faire des circuits. Oyonnax, on a signé un partenariat avec les industriels de la plasturgie d'Oyonnax. L'objectif, c'est de récupérer tout ce qui est plastique, d'organiser une filière de recyclage et ainsi de leur permettre d'avoir une stabilité d'approvisionnement en termes de matières premières. Donc ça, pour nous, c'est le deuxième champ très important, c'est tout ce qui est autour de nos déchets et de l'enfouissement. Et puis le dernier, on en a parlé, c'est tout ce qui est circuit court, économie circulaire, valoriser les produits de notre région en termes agricoles, essayer de faire en sorte d'avoir du bien manger, etc. Et donc ça, c'est notre dernière bataille. On est une région qui est extraordinaire pour ça. Vous avez dans la Drôme les fruits, les légumes, on a nos produits de l'élevage, on a la chance d'avoir à peu près dans notre région la totalité de l'alimentation agricole. Donc l'objectif, c'est vraiment de s'asseoir sur ces trois piliers. Et le maître mot, toujours, c'est de l'innovation et des projets. Voilà, l'environnement en allant de l'avant. Allez, il nous reste deux questions, deux intervenants. On change radicalement de secteur puisque en compagnie de Sana Ifak, qui est directrice commerciale du groupe Euclid Data Center, un groupe à capitaux français qui héberge vos données en France. Sana, tu es située à Villeurbanne et tu as une question évidemment sur le numérique. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Je suis aussi présidente de l'association ITville, le numérique pour tous. C'est important puisque ça fait partie aussi de mon activité quotidienne. Le numérique, on le voit aujourd'hui, n'est plus une option pour tous. Tous les secteurs, que ce soit des commerçants artisans aux industries les plus innovantes, en passant par les agriculteurs, peut-on aujourd'hui parler d'une Silicon Valley en Auvergne-Rhône-Alpes? Et comment la région agit-elle pour permettre à toutes les entreprises de réussir leur transformation digitale, et notamment vu ce que ça a permis de dévoiler durant cette crise sanitaire, qu'il y a une carence sur ce sujet et qu'on a besoin d'accompagner toutes et tous sur ces éléments du numérique. Alors, merci Madame Ifak de votre question. Un chiffre, la moitié des entreprises de la région n'ont pas de site internet. Un site internet en soi, ce n'est pas une solution miracle, et c'est même la préhistoire du digital. Mais ça montre potentiellement le retard en termes de culture digitale dans notre territoire. On estime qu'il y a 30 à 40% des industries de la région qui n'ont pas de projet digital pour les 2 ans qui viennent. Nous, quelle est notre ligne de conduite ? En fait, quand on a regardé le sujet digital, et je me souviens très bien, on a pris une grosse claque à l'époque, j'étais parti un peu comme tous les politiques qui veulent faire du digital en se disant on va faire des hôtels de start-up, on va miser sur des applis smartphones, on va mettre tout ce petit monde dans un truc sympa à Confluence, et puis on va ainsi construire l'économie de demain. Et on fait un déplacement précisément dans la Silicon Valley. Et je me souviens très bien, on est dans un des fonds d'investissement, il nous dit mais votre truc c'est déjà dépassé, tout le monde le fait, c'est quoi votre région ? Expliquez-moi votre région. Et il me demande de présenter notre région en 2-3 minutes. Et je lui dis, voilà, on a des industries, on a un gros pôle de start-up, on a des centres de recherche comme le CEA à Grenoble, comme les laboratoires de Lyon. Et le type percute. Par exemple, je lui dis, on a Michelin, mais on a aussi les champions du décolletage, etc. Et il me dit, mais votre défi à vous, ce n'est pas d'aller faire les applis smartphones. Votre défi à vous, c'est de faire ce que très peu de régions ont, c'est-à-dire la capacité à avoir à la fois un tissu fort dans le digital, 2, un tissu industriel fort, et 3, un tissu de laboratoire de recherche et d'innovation important.
Et le conseil qu'il me donne, c'est qu'il me dit, faites pas le 28e hôtel de start-up, organisez un écosystème pour transformer vos industries et les aider à muter en direction du digital. Et donc nous, notre maître mot, c'est de dire faire du digital, c'est pas juste s'occuper, et je les adore, hein, des étudiants brillants qui sortent des écoles de commerce et qui vous pondent un projet de start-up en faisant des levées de fonds. Ils sont aussi, ils font partie du truc. Mais c'est plus d'aller chercher, y compris Sylvain, qui doit d'ailleurs être dessus sans m'avoir attendu depuis longtemps, mais dans le domaine de l'aéronautique, tous ceux qui font des sous-traitances et des produits, et de les aider à muter sur la question digitale. C'est d'aller chercher le fabricant de pompes à insuline du Nord-Isère qui n'a pas basculé sur la santé connectée et qui a perdu 30% de son marché parce qu'il n'a pas vu voir venir le truc. Donc pour ça, comment on fonctionne? D'abord, on a créé un vaisseau amiral qui est le campus du numérique, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est à Charbonnières et qui est destiné à mettre en commun un lieu de formation, des industriels, des laboratoires. Ce lieu-là est destiné à accueillir le maximum d'industries et d'entreprises de la région qui viennent, sans avoir forcément de questions, auxquelles on fait un diagnostic de ce qu'ils font et de ce qu'est leur activité économique, et on leur dit, bah, écoutez, voilà comment on peut vous conseiller pour pouvoir accompagner une mutation ou bouger en termes digital. Le deuxième volet pour nous, c'est que si on veut réussir la mutation digitale de notre tissu économique, et M. Cheval y a fait allusion, il faut qu'on ait de la ressource, et il faut qu'on forme les gens. Il y a une bataille pour accéder à ceux qui sont les codeurs, etc. Juste de l'autre côté ici de mon bureau, on a créé une école du digital qu'on a montée en 6 mois qui forme des codeurs pour que vous puissiez en avoir. Et on l'a déployée dans toute la région. C'est-à-dire, je ne veux pas uniquement qu'on les forme à Lyon, parce que ça ne m'intéresse pas. Dans toute la région, on a labellisé des formations de codeurs pour pouvoir avoir des gens, pas que codeurs, hein, mais globalement des gens qui sont capables d'accompagner des entreprises et des industries dans leur mutation digitale. Et pour nous, maintenant, ça descend jusqu'au commerce de proximité, parce que ma bataille, c'est que enfin, soyons clairs, hein, ce n'est pas le e-commerce qui va remplacer ce qu'ils perdent en termes de chiffres dans l'ambiance actuelle. Mais aujourd'hui, ne pas avoir un volet de e-commerce complémentaire à votre commerce physique, c'est mortel. Et le problème, c'est qu'on a pas mal de commerçants, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des positions qui m'énervent, qui sont sur le thème le e-commerce est notre ennemi. Non, de toute façon, il n'y a pas le choix. Les gens, ils utilisent le e-commerce comme étant une de ces sources complémentaires. Donc, il faut aider nos commerçants à investir sur le commerce. C'est pour ça qu'on a mis en place un fonds où plutôt que de donner de l'argent qui ne sert à rien, on dit aux commerçants, nous, on va vous aider à aller prendre des parts de marché sur le digital et sur le commerce. Donc, c'est notre ligne. Pour la résumer simplement, aider à la mutation de l'ensemble du tissu économique et pas juste faire 3 pôles de start-up, mais vraiment aider à la mutation de l'ensemble du tissu économique. La métamorphose digitale, elle va toucher les industries, elle va toucher les commerces, elle va toucher en profondeur. Et l'idée, c'est que, comme vous l'avez dit, on soit un peu la Silicon Valley européenne, en travaillant en partenariat avec nos amis suisses, parce qu'on en parle peu souvent, mais c'est quand même une chance pour notre région d'avoir juste à côté la Suisse avec le moteur de Genève. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une espèce de banane digitale qui part de Genève, qui englobe toute la Haute-Savoie à l'Ain, qui descend par le biais de Lyon et qui ensuite prend tout le cône, Isère, Drôme, la vallée autour de l'Ardèche et puis Savoie. Parfait. D'ailleurs, la région, alors c'est pas anecdotique, mais plus pragmatiquement, a lancé un plan de 50 millions d'euros destiné à accompagner justement les commerces de proximité, les restaurateurs. Alors, on a des questions qui arrivent, qu'on voit arriver. Je vois qu'il y en a une justement sur ce point de vue. Ça, c'est un petit élément de réponse aux aides destinées à ces métiers. Une dernière question. Alors, la dernière question, elle sera posée par le président du Lyon Road Business Club, Christophe Lextrait, également directeur général de Sophis, qui est spécialisé dans la filtration industrielle avec une forte activité à l'export. Ce sera donc une question sur l'international. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Président Wauquiez. Ah, peut-être que, Christophe, il faut que tu augmentes un tout petit peu le son de ton ordi. Vous m'entendez bien, là? Vas-y. Vous m'entendez ou pas? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. La question concerne l'international. Juste en aparté, je vous rejoins et souscris totalement à l'absolue nécessité que nous restions une terre industrielle et une réelle terre industrielle. Tout comme vous, j'aime voir des grues et des cheminées. Je reviens à l'international et à la faculté de nos entreprises, des entreprises de notre secteur, à s'y projeter. Ça représente, vous savez, ça représente de forts leviers de croissance pour nos entreprises.
Donc, il y a deux questions en une. La première question, c'est comment voyez-vous ce développement pour les entreprises de nos territoires? Et la dernière, c'est comment la région, concrètement, peut-elle aider les entreprises à se développer sur les marchés internationaux? Merci Christophe. Alors, d'abord, merci, parce que si au fond on résume et qu'on va au bout du bout, les deux moteurs de sortie de crise, ce sera l'innovation et l'international. Et d'ailleurs, rien de très miraculeux dans ce que je dis. Sur la durée, on voit très bien que les profils d'entreprises qui sont celles qui s'en sortent et réussissent, c'est les entreprises qui arrivent à marier et conjuguer les deux. Et souvent, notre problème en France, c'est qu'on a des PME qui sont de trop petite taille pour arriver à déployer des projets soit d'innovation, soit d'international. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aider au fond un chef d'entreprise à pouvoir prendre la prise de risque, d'aller prospecter sur un marché à l'international et de prendre le temps de le faire. Parce que ça prend du temps et parce que c'est un risque. Derrière, on a d'abord un premier point, c'est un chèque relance export. On a déjà 400 entreprises qui l'ont sollicité. C'est destiné à des petites entreprises, mais qu'on accompagne pour les aider à prospecter pendant un certain nombre de temps, on peut aller jusqu'à 3 ans, un marché à l'international pour avoir le temps de le prospecter. Deuxième élément, on est capable de financer jusqu'à 50% du salaire, soit d'un VIE, soit d'un responsable d'un cadre export, pour pouvoir là aussi prospecter un marché. Troisième élément, alors en ce moment, ce n'est pas franchement l'utilité, mais quand on a de la prospection sur des salons, on peut financer du déploiement sur des salons. C'est aujourd'hui quand même, c'était des lieux de contact, de foires et d'affaires absolument fondamentaux. Et c'est souvent quelque chose qui est déployé par nos concurrents européens. Nous, ça n'existait pas avant. On a beaucoup mis ça en route. La seule chose que je leur demande, c'est pareil, toujours la même idée, on chasse en meute, c'est-à-dire qu'ils se baladent avec le pavillon Auvergne-Rhône-Alpes pour bien installer l'idée de... On vient d'un territoire dynamique. Et ça aussi, on peut accompagner. Le dernier élément, qui est moi mon devoir, c'est que quand je me déplace, j'essaye à chaque fois de faire en sorte qu'on ait des partenariats à l'international. Avant, la politique internationale de la région, elle était très tournée, on va dire, associatif, coopération politique, coopération culturelle. Mais l'orientation économique, c'était 3 fois rien. Nous, ce qu'on essaye, c'est de faire en sorte qu'on tisse des partenariats qui vous ouvrent des portes. Par exemple, en Lombardie, on a signé un accord, pas en Lombardie d'ailleurs, c'est à Milan qu'on l'a signé. On a signé un accord avec eux et on leur a dit, écoutez les amis, nous, on est prêt à accueillir vos entreprises quand elles viennent chez nous, mais de l'autre côté, on veut avoir une clause d'accompagnement spécifique par votre agence éco quand on a des entreprises qui viennent prospecter chez vous pour que vous les accompagniez. Quand, par exemple, je me suis déplacé à Tokyo, j'ai emporté avec moi toute une délégation des acteurs de la montagne pour pouvoir les aider à prospecter des marchés. On a des partenariats, nous, avec l'Afrique francophone qui sont importants. J'ai demandé que ce soit très fortement réorienté sur des partenariats économiques et de business pour que, par exemple, quand on fait des aides à l'humanitaire, ça bénéficie aux entreprises de notre région aussi, ce que font les Allemands à chaque fois. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, on a accompagné pas mal de boîtes de la Drôme qui ont été très dynamiques dessus et qui sont partis avec beaucoup de courage sur des marchés, notamment Sénégal, Mali, et où ça les a bien aidés dans la période. Donc la logique pour nous, c'est toujours la même. On essaye, au fond, de mettre à votre disposition la région. Moi, ma vision, c'est qu'on doit être le partenaire de vos projets. L'objectif, ce n'est pas que la région fasse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on vous sert de porte-avions. On vous fait la base arrière et ensuite, vous pouvez vous déployer. Et ça, c'est vraiment cette image que j'essaye d'avoir. Au fond, les projets, c'est vous qui les avez. La prise de risque, c'est vous qui la prenez. La création d'emplois et de valeur, c'est vous qui la faites. En revanche, moi, mon job, c'est de vous donner des chantiers, de faire en sorte de vous permettre d'avoir du soutien dans vos investissements, de vous aider dans les projets de recrutement et d'innovation et de faire en sorte que la région soit un booster. Ce n'est pas ça qui va vous faire vos projets. Quand, par exemple, Michael Pellissier évoque son projet d'investissement, au fond, il le fait sans avoir besoin d'argent de la région. Mais en revanche, ce qu'il a besoin, c'est d'avoir des gens qui l'aident pour déverrouiller des verrous administratifs. Là, il faut qu'on soit bon et il faut qu'on soit capable de répondre à sa sollicitation. Donc, c'est vraiment cette dimension-là. Ce que je voudrais que vous reteniez comme image, et j'ai bien aimé ce qu'a dit Michael au début, on a une région qui est hallucinante. On a une des régions les plus puissantes au monde. Une région où on a une qualité de vie que parfois on ne mesure pas. Où on est la seule région française qui a gardé la totalité de sa composante industrielle. On a des atouts en termes de recherche et d'innovation qui sont fabuleux.
Donc on a une région qui est pour nous tous notre meilleur viatique, notre meilleure fondation, notre support de déploiement. Mais il faut bien qu'on en prenne soin et qu'elle soit vraiment un accélérateur pour nous et un propulseur. Et ça, c'est tout ce que je m'emploie à faire. Et ça, c'est l'énergie collective qui va le donner. Allez, moi je voudrais synthétiser. Je vois beaucoup de questions qui tournent autour d'un secteur qu'on n'a pas pu aborder encore, et ça va être ma dernière question, malgré son importance, celui du tourisme. Pour mémoire, et pour la seule région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont plus de 21 milliards d'euros de revenus touristiques. Ce sont également 175 stations de ski alpin ou nordique. On peut rappeler que Lyon, vous en parliez tout à l'heure, est la deuxième ville française pour l'accueil de congrès internationaux. Pour ces secteurs du tourisme, de l'événementiel qui souffrent particulièrement dans ce moment, comment est-ce que vous voyez l'avenir à court terme et est-ce que la région a un rôle à jouer ? On a plus qu'un rôle à jouer, c'est une de nos composantes, c'est une de nos compétences essentielles, hein, Laurent. Juste pour que vous ayez un petit chiffre en tête, la saison d'hiver dans notre région, c'est 5 milliards d'euros injectés dans le PIB ou perdus. Donc autant vous dire que quand le Premier ministre commence à évoquer le fait de dire qu'on va garder tous nos restaurants fermés, tous nos trucs fermés jusqu'à mi-janvier, je rigole pas du tout. Hein. Parce que derrière nous, dans notre région, ça se pèse en milliers d'emplois. Et nos stations de ski, si vous n'ouvrez pas les restaurants, c'est impossible à faire tourner. Hein. Donc, il y a une menace qui est extrêmement importante sur l'économie de notre région. Et il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Si on a 5 milliards d'euros qui disparaissent là sur les saisons de Noël et de février, c'est un cataclysme économique pour toute la région. Vous avez évoqué Lyon. Toute une partie du tissu économique de Lyon vit sur le tourisme d'affaires. Et d'ailleurs, je suis très préoccupé parce que la politique actuelle de la municipalité est contre ce tourisme d'affaires parce qu'ils considèrent que comme les gens viennent en avion, ça pollue. Ce qui est un petit problème quand même parce que accessoirement, ça donne de l'activité économique à tout notre territoire. Donc, je suis obligé d'être un petit peu vigilant aussi sur la question. La réponse, et je finirai peut-être par là, c'est d'abord, nous d'être prêts. À 18h, j'ai une séance de travail avec... je pense 500, 600 acteurs de la montagne, dont l'objectif est qu'on travaille ensemble avec tous les maires de stations de ski, les directeurs de remontée mécanique, les offices de tourisme, les représentants des commerces, des restaurateurs, pour qu'on puisse être prêt et apporter toutes les garanties d'être capable de gérer la saison en sécurité. Deuxièmement, nous, on a réservé des volumes de communication promotionnelle très importants qu'on a gardés et on est prêt à appuyer sur le bouton dès qu'on aura la validation pour qu'immédiatement on enclenche de la communication dessus. Et puis le dernier élément, et sur lequel je veux bien insister, c'est que ce virus, il fait des victimes sanitaires et il fait des victimes économiques. Et le gros danger, c'est qu'on passe comme ça avec des phases où on se fait balader, on confine. Ensuite, boum, il y a de la pression, on déconfine tout le monde, on fait n'importe quoi. Ensuite, on reconfine. Ensuite, on déconfine. Et en fait, ce que j'essaye de faire, et c'est l'objectif de la politique de tests massifs qu'on a décidé de lancer, c'est qu'aujourd'hui, si vous réfléchissez, on fait des tests une fois que c'est trop tard, c'est-à-dire qu'on diagnostique les malades. Et le type qui se fait diagnostiquer, il a des symptômes, il a de la fièvre, il a perdu le goût, l'odorat, il a déjà contaminé une vingtaine de personnes autour de lui au moment où il se fait tester. C'est trop tard. L'objectif, c'est qu'on reprenne un temps d'avance sur le virus et qu'au lieu de faire du diagnostic de maladie, on fasse du test préventif. D'où l'importance sur laquelle j'aurai besoin de vous, parce qu'on vous proposera y compris de pouvoir faire des actions en entreprise pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, c'est que si vous avez quelqu'un qui a le virus à l'intérieur de votre entreprise et qu'il le file à vos salariés, vous vous retrouvez en chaîne avec une contamination qui peut mettre par terre votre entreprise. L'objectif, c'est que la semaine avant Noël, on fasse une campagne massive de tests, entre 2 à 4 millions dans la région, pour détecter tous ceux qui ont le virus et qu'on puisse les soustraire de la chaîne de contamination. Et qu'ainsi, au lieu d'avoir une courbe qui soit comme ça sur le virus, boum, on puisse casser la courbe de contamination du virus et gérer le déconfinement en évitant que le déconfinement nous prépare le prochain reconfinement.
c'est un enjeu qui est considérable, c'est une grosse bataille sanitaire, et c'est la bataille sur laquelle on est en ce moment. Et je proposerai peut-être à un certain nombre d'entre vous qui le souhaitent qu'on puisse proposer, y compris, de pouvoir organiser, si vous le souhaitez, à l'intérieur de vos entreprises, des politiques de dépistage gratuites et qui permettent derrière de pouvoir éviter que vous ayez des situations de contamination à l'intérieur de vos entreprises. Et l'objectif, c'est d'en faire le maximum sur un délai très court, parce que ça permet de détecter tous ceux qui sont contaminants sans symptômes et qui, du coup, sont les petites bombes virales autour. Et ça nous permet de les soustraire de la chaîne de circulation du virus et, du coup, de protéger tous les autres. Parfait. Vous êtes bien entouré, Monsieur le Président. Je tenais à remercier tous les membres de votre cabinet, des services techniques aussi, qui nous ont beaucoup, mais vraiment beaucoup aidé à préparer ce moment partagé avec vous. Laurent Wauquiez, merci pour votre franchise. Vous me permettez juste un petit mot, Laurent, pardon, on peut. Juste quand même pour tout le monde. D'abord, on va reprendre toutes les questions qui ont été posées sur le chat pour pouvoir reprendre lien avec tout le monde, parce qu'on n'a pas pu le faire parce que j'ai été trop bavard. Donc, il faut qu'on puisse répondre à chacun. La deuxième chose, c'est que si vous avez des projets ou si vous avez des difficultés, vous avez le site de la région qui est une porte d'entrée, et vous avez d'autre part l'agence ECO qui travaille en lien avec nos services économiques de la région et qui est vraiment destiné à vous accompagner sur vos projets, les projets de formation, les projets d'investissement, vous accompagner sur les projets à l'export. C'est vraiment la porte d'entrée. On a essayé de tout rassembler dans un seul service clé en main, et il est à votre disposition. Et en plus, dans chaque département, vous avez un acteur de l'agence qui est là pour se déplacer et être à votre disposition. Voilà. Donc, ce sont les 11 antennes de l'agence économique régionale. Donc, merci pour votre franchise, votre énergie, votre disponibilité. Vous avez vu, il y a plein de questions, on va y répondre. Mais comme il y en a encore plein d'autres, la meilleure chose, c'est qu'on se revoit pour qu'ils puissent vous les poser directement. Et on va tâcher d'organiser ça. Merci, bien entendu, aux dirigeants qui ont posé les questions. Merci à tous de votre participation. Et puis, comme au sein du réseau des business clubs, on ne se laisse pas abattre, je vous donne rendez-vous pour une prochaine visio dès vendredi prochain, même horaire, 11h, en compagnie du journaliste Jean-Michel Apathy. Le mail d'invitation est dans votre boîte aux lettres depuis quelques minutes. Merci, enfin dans votre boîte mail plus exactement. Merci à toute l'équipe du siège du Business Club pour son organisation. À très bientôt et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.